Un jeune homme de 20 ans abattu de plusieurs balles par un commando au cœur de Marseille. Inconnu des services de police, il rêvait de devenir policier. Mais il était le frère d'Amin Kessassi, fondateur de l'association Conscience et militant anti-trafic. Le procureur n'exclut pas l'hypothèse d'un assassinat d'avertissement, un crime par substitution. Si ce n'est pas toi, ça sera donc ton frère. Pour atteindre Amin, on tue son frère Mehdi. Tous s'accordent à dire qu'un cap a été franchi, mais en réalité, ça fait très longtemps que le cap a été franchi. Des quartiers entiers placés sous la coupe réglée des narcotrafiquants, des habitants pris en otage, la peur d'une balle perdue et une jeunesse sans perspective, désœuvrée, sans avenir. Et cela ne concerne pas que les quartiers populaires. Le narcotrafic empoisonne toutes les communes de France. 8 sur 10 sont touchés par la drogue. Et tous les maires ici présents pour le congrès des maires pourraient témoigner ce qui se passe sur leur propre territoire. Tous ont besoin d'être épaulés par l'État pour ne pas se retrouver seuls face à la pègre qui les menace. Certes, après chaque drame, l'État réagit, puis on passe à autre chose. Que sont devenues vos opérations XXL Place Nette? Parce que vous le savez, vous n'avez pas fait Place Nette. Le pire, c'est que les habitants le savaient. Je sais que ce combat est un combat de longue haleine et que la loi que nous avons votée ici, unanimement, va apporter ses fruits. Mais la loi sur le narcotrafic de juin 2025, elle est bancale. Il lui manque une suite. La partie prévention, l'aide aux familles des victimes, la prise en charge des mineurs non accompagnés, comme le montre l'agression de cet enfant de 12 ans à Grenoble. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale a fait une série de propositions. Pouvez-vous nous dire donc dans quelles mesures, concrètement, en urgence et dans la durée, le gouvernement peut prendre pour compléter cette loi narcotrafic par un véritable dispositif d'accompagnement de protection des victimes? Quelles garanties pouvez-vous apporter aux victimes, aux familles et aux élus aujourd'hui exposés à des actes de violence ou d'intimidation? Madame la sénatrice, au-delà du drame que nous avons vécu, qui est un point de rupture, parce que vous l'avez dit, c'est un meurtre d'intimidation, je reste prudent, une enquête est en cours, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on réagit que dans l'urgence sur les sujets du trafic de stupéfiants. On ne réagit pas que dans l'urgence. Et vous le savez, c'est à Marseille, en 2015, sous le quinquennat de François Hollande, qu'a été lancé le décloisonnement entre services. Vous vous souvenez du film Bac Nord? C'était 2011, 2012, les services se marchaient sur les pieds, il n'y avait pas de coordination, ça a été implanté à cette époque. Et puis on a eu de cesse, chaque gouvernement a apporté sa pierre à l'édifice. Et les opérations Place Nette dont vous parlez, enfin, oui, je vous reprends d'ailleurs, souvenez-vous à l'époque, on démantelait un réseau en profondeur, c'était le b.a.-ba, et ensuite on occupait l'espace, présence de voies publiques pour éviter que le réseau se réimplante. Et systématiquement, c'est ce qui a été fait chaque année, méthodiquement, ville par ville, secteur par secteur, et en particulier à Marseille. Et cette politique, elle continue. Et la loi narcotrafic n'est sans doute pas parfaite, mais elle apporte des outils indispensables aux forces de sécurité, en judiciaire évidemment, avec des techniques de renseignement, des moyens d'investigation, la possibilité de geler des avoirs, c'est extrêmement précieux pour les forces de l'ordre. On aurait même aimé d'ailleurs qu'on puisse, et je le redis, accéder aux communications cryptées. Sans doute cela aurait été très utile et j'espère qu'un jour le débat se reposera. En tout cas, on en parlera avec le Premier ministre, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et on va évidemment continuer. Il y a un état-major qui a été créé, je le disais tout à l'heure, au plan national. Tous les services échangent de l'information. Nous n'avons de cesse de mener des batailles, de mener des guerres. Alors, j'ai bien entendu votre message, il n'y a pas que le répressif, mais je tenais quand même à le rappeler, c'est mon rôle comme ministre de l'Intérieur. Mais toute cette politique, elle s'est toujours accompagnée d'une politique sociale, une politique de prévention de la délinquance notamment, et j'ai trouvé dans mes cartons, en arrivant au ministère de l'Intérieur, la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, qui va bientôt voir le jour et qui comporte des mesures qui, il me semble, répondent à vos préoccupations que je partage et que le gouvernement partage totalement. En Bourgogne-Franche-Comté, l'INSEE a publié des chiffres alarmants. Une mortalité supérieure de 2,8% à la moyenne nationale. Plus de 31 000 décès chaque année, dont plus de 9 000 avant 75 ans. En Saône-et-Loire, la pénurie médicale s'aggrave. En 10 ans, la densité des généralistes est passée de 8 à 6 pour 10 000 habitants. Et des spécialités disparaissent. Comme plus d'un habitant sur deux, je n'ai moi-même pas de médecin traitant. Mais cette détresse dépasse nos limites régionales. Des Pyrénées à l'Alsace, les territoires ruraux voient les urgences fermées, les délais s'allonger, les jeunes médecins fuir et les élus épuiser leurs dernières solutions sans combler la perte de soutien de l'État.
Comme ancienne maire rurale pendant plus de 20 ans, j'ai vécu chaque jour la solitude et l'épuisement de nos petites communes devant les déserts médicaux. Même si les lois pour lutter contre les déserts médicaux et garantir la territorialisation des formations étaient appliquées dans leur version la plus ambitieuse, il faudra attendre 2030 pour des résultats. 5 années de plus à avoir des inégalités s'aggraver et nos campagnes s'asphyxier. Pendant ce temps, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prive notre modèle social de moyens. Réduction de la fraction de TVA ou gel des ressources, qu'importe. Cette politique ressemble plus à une corde autour du cou de nos campagnes qu'à une bouée de sauvetage. Madame la ministre, comment justifier l'absence d'un plan d'urgence massif et immédiat pour l'accès aux soins en ruralité? Très simplement, comment garantir que la République n'abandonnera pas ses territoires les plus fragiles d'ici 2030? La France rurale n'a plus 5 ans à attendre. Madame la sénatrice Mattray, merci pour votre question. Vous allez et nous allons ensemble travailler le budget de la sécurité sociale dans les heures qui arrivent et nous allons proposer dans ce budget, à l'article 21 bis, une réponse à cette difficulté d'accès aux soins. Je voudrais dire aussi, et vous le avez rappelé les chiffres, mais que derrière ces chiffres, c'est des détresses, des angoisses, et ça met en cause notre cohésion sociale aussi. C'est pourquoi à l'article 21, ce PLFSS que nous allons aborder, il y a une mesure présentée par le Premier ministre qui s'appelle la labellisation des maisons France Santé, qui correspond à la labellisation de 5000 maisons France Santé d'ici 2027. C'est quoi la labellisation des maisons France Santé? C'est 3 choses. 1, c'est rendre visibles les organisations qui ont été mises en place par les professionnels, très souvent accompagnés des collectivités sur vos territoires pour que nos concitoyens sachent où trouver une réponse à leurs demandes en soins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour ces maisons France Santé, c'est d'accompagner ces structures qui existent, qui peuvent être des centres de santé, des maisons de santé, des maisons pluriprofessionnelles, des bus de santé, toutes ces mesures organisées, on veut les consolider. Il y a 150 millions pour 2026 dans ce PLFSS. La troisième raison, et ça va répondre en partie à vos questions dans les coins les plus reculés, les plus en difficulté, il reste par exemple souvent une pharmacie. Et bien cette pharmacie, nous allons la soutenir avec des moyens financiers, en moyenne 50 000 € par an, pérennes, qui permettront de rajouter une cabine de téléconsultation, une infirmière, une secrétaire, un début de noyau de coopération de professionnels qui permettra d'améliorer cet accès aux soins. Mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, c'est un véritable choc d'offres de soins qu'on vous propose avec la labellisation des maisons France Santé dans ce PLFSS. Monsieur le ministre, le 16 mars 2022, un de vos prédécesseurs, M. Gérald Darmanin, membre de ce gouvernement, sélectionnait 20 villes candidates à l'accueil de services du ministère de l'Intérieur. Fortes du travail accompli, ces 20 municipalités communiquaient alors sur cette avancée, se réjouissant que l'État s'engage enfin dans une politique volontariste d'aménagement du territoire. Plus de 3 ans après, le désenchantement est à la hauteur de l'espoir suscité. Pour une quinzaine de villes retenues, pas un seul agent ne s'est encore installé sur leur territoire, alors que tous les délais annoncés auront été dépassés à la fin de l'année. À Morlaix, un projet du programme Action Cœur de Ville tombe à l'eau, car il devait accompagner l'installation du bureau des droits à conduire. À Lens, la municipalité se prive de recettes en attendant que des plateformes de la police judiciaire s'installent dans les locaux qui leur ont été réservés. À Montpellier, un terrain mis à la disposition par la ville attend l'académie de police et la direction centrale du recrutement. À Saint-Étienne, au Mans, pas davantage d'informations. Et j'ai moi-même interpellé à 5 reprises le gouvernement pour comprendre si le projet de relocalisation d'une antenne de l'inspection générale de la gendarmerie nationale à Cahors souffre d'un simple retard ou bien s'il fait l'objet d'un renoncement. Aucune réponse tangible alors que tout est prêt localement. Monsieur le Premier ministre, peut-être vous au moins, avez-vous des informations concernant l'implantation du commandement pour la sécurité nucléaire dans votre commune, à Avernon, une annonce que vous aviez publiquement saluée à l'époque. Ce mouvement de relocalisation est attendu partout, mais la promesse du gouvernement n'arrive nulle part. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, en cette période de congrès des maires qui appelle à restaurer la confiance, vous devez la vérité aux élus concernés. Où en est ce dossier?
Monsieur le sénateur, donc vous avez rappelé évidemment les annonces qui avaient été faites en 2021 et que je ne peux que confirmer, puisqu'il était question à l'époque de relocaliser un certain nombre de services centraux du ministère de l'Intérieur dans des grandes métropoles régionales ou en tout cas en région. Et effectivement, un certain nombre de décisions ont été prises, vous l'avez rappelé, y compris pour le ministère de l'Intérieur. Je veux rappeler qu'on a le SNEAS qui s'est installé à Angers, on a des services de la DEPAFI, la direction financière, qui se sont installés à Metz, et on a eu au total 8 relocalisations qui ont été effectuées. 8, et qui ont concerné 490 agents. Puis sont arrivées les difficultés budgétaires que vous connaissez toutes et tous, évidemment, sur ces bancs, évidemment. Et un certain nombre de décisions ont été à ce stade suspendues. Suspendues ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Elles sont suspendues à ce stade. Et évidemment, moi, je suis à la disposition des élus concernés pour réexaminer ces situations. Et ce n'est pas une décision définitive. Voilà, on a un contexte budgétaire qui est celui que vous connaissez. Il y a le PLF 2026, sera-t-il adopté? On l'espère bien évidemment, parce que ce sera aussi un élément qui conditionnera la poursuite de la réflexion sur ces chantiers. En tout cas, il y a une parole de l'État qui a été prononcée en 2021. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par mes prédécesseurs et que j'assume et que je reprends à mon compte tenu de ce qu'était la situation budgétaire, mais ce ne sont pas des décisions définitives. Moi, je suis prêt évidemment à en rediscuter, ville par ville, service par service. Voilà ce que je pouvais vous dire, monsieur le sénateur. Monsieur le ministre, je ne suis pas sûr d'être plus avancé. Je vous rappelle que nous parlons tout de même de la parole d'un ministre toujours en responsabilité. Qu'en pense monsieur Darmanin? Il n'est pas là, mais je lui ai écrit. Serait-il prêt à assumer que finalement le gouvernement n'avait pas les moyens de cette ambition? Je ne l'espère pas en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'un renoncement serait un nouveau coup porté à la confiance entre l'État et les collectivités. Et en ces temps de congrès des maires, je pense qu'il est important de renouer la confiance.